Salut tout le monde. J'espère que ça va, que vous avez passé des bonnes fêtes de Noël. Moi, j'avais un truc sur le nez. Euh, de Noël et de jour de l'an, c'est vrai que vous, Noël, c'était le 25 décembre. Nous, ça sera le 7. Là, on est le 3. On est le 5. Ah non, on est le 3. Je voyais pas bien. Euh, moi, j'ai la famille à la maison. Jusqu'au 9, je crois. Et après, je pars à Kazan avec deux visiteurs. Euh, Si vous souhaitez participer aux dons pour les enfants et puis des sous, il y a une partie des sous qui vont aller pour les parents pour la rénovation, l'achat des matières premières pour la rénovation de leur bagnard, parce que pour l'instant ils se lavent dans des bassines, dans la cuisine. J'avais un visiteur là qui est un de vous, qui était là pour le jour de l'an. Il est venu avec moi là-bas, il a été un peu surpris par la maison, enfin, comment ils vivent quoi. Il n'y a rien quoi, c'est simple. C'est des très grandes pièces, mais c'est vide. Il n'y a rien dedans. Il y a des canapés où dorment les enfants, et puis à deux. Bon bref. Je vous ai fait une vidéo sur les cadeaux, comment ça s'est passé. Bon, vous verrez ça. Ou vous avez vu ça, parce que cette vidéo sortira peut-être après. Mais si vous voulez aider, hein, avant le 7 janvier ou même après, hein, de toute façon c'est toujours valable en permanence. Voilà. Et les femmes et les mères des soldats, toujours pareil, on recommence. Bref, je vous en reparlerai une autre fois, c'est pas le sujet aujourd'hui. Alors, aujourd'hui je voulais vous parler d'une chose. J'ai vu beaucoup de vidéos circuler sur les héros euh, français, qui en étaient évidemment, américains, finlandais, grecs, enfin comme Léonidas, voilà, tous ces gens-là. Mais rien sur les Russes. Donc j'ai décidé de pallier à ça, et je vais vous lire la biographie de plusieurs Russes qui ont été héros de l'Union soviétique ou héros de la Russie, mais là c'est surtout héros de l'Union soviétique, puisque c'est surtout pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et je vais vous dire un peu ce qu'ils ont fait, parce que vous ne le savez pas et personne ne vous le dira. Alors on va commencer avec une femme qui s'appelait Zina Portnova. Elle est née en 1926 et morte en 1944, donc vous savez déjà la fin. Donc elle est née, elle est née et elle a fréquenté l'école à Leningrad, donc Saint-Pétersbourg. Mais quand la guerre a commencé, elle était en vacances en Biélorussie en 1942, et en 1942, elle avait 16 ans. Elle a rejoint l'organisation clandestine Young Jeunes Défenseurs, je vais vous le dire en anglais, mais Jeunes Défenseurs, et a distribué des tracts antifascistes dans les territoires occupés. Euh, et ensuite, elle a été prise pour des travaux d'infiltration. À la cantine des officiers allemands, où elle commet plusieurs actes de sabotage, elle ne fut miraculeusement pas capturée par l'ennemi. De nombreux militaires expérimentés ont été surpris par son courage. En 1943, Zina Portnova rejoint les partisans et continue à saboter derrière la ligne ennemie. Vous imaginez, c'est une jeune fille, hein, c'est le courage qu'elles ont les filles russes. Hein. Grâce à ces efforts, grâce aux efforts des transfuges, alors c'est des espions allemands, enfin ou russes quoi, qui ont été envoyés pour espionner les partisans russes, elle a été livrée aux nazis. Donc elle a été capturée, elle a été interrogée et torturée dans les cachots, mais elle est restée silencieuse. Elle n'a jamais trahi les siens, et lors d'un interrogatoire, elle a saisi un pistolet sur une table, elle a tiré sur 3 nazis, et après ça, elle a été abattue dans la prison. Voilà. Donc elle a été décorée à titre posthume, évidemment. Ensuite, parlons de Alexei Maresiev, 1916-2001. Donc lui, il a survécu à la guerre. Enfant, le futur héros souffrait de rhumatisme et les médecins doutaient que Maresiev soit capable de voler, donc puisqu'il voulait être pilote.
Cependant, il a obstinément postulé à l'école de pilotage jusqu'à ce qu'il soit finalement inscrit. Il a été enrôlé dans l'armée en 1937. Il rencontre la Grande Guerre patriotique, c'est comme ça qu'on appelle la Deuxième Guerre mondiale ici, dans une école de pilotage et se retrouve bientôt au front. Au cours d'une mission de combat, son avion a été abattu et Marestiev lui-même a pu s'éjecter. 18 jours plus tard, grièvement blessé aux deux jambes, il sort de l'encerclement où il était. Il y avait des ennemis partout, des Allemands partout. Et il est emmené à l'hôpital. Il a réussi à traverser la ligne de front et est retourné chez les Russes et est emmené à l'hôpital. Malheureusement, depuis que ça faisait 18 jours et comme il était blessé aux deux jambes, la gangrène s'était installée et les médecins n'ont pas eu le choix que de l'amputer des deux jambes. Alors là, ils disent pour beaucoup, cela aurait signifié la fin de leur service, mais le pilote n'a pas abandonné et est retourné à l'aviation. Jusqu'à la fin de la guerre, il volait avec des prothèses. Il est assez connu pour ça, ce type. Au fil des années, il a effectué 86 missions de combat et abattu 11 avions ennemis, de plus, 7 après l'amputation. Donc après avoir été amputé, il en a abattu encore 7. Donc il en avait 4 avant et 7 après. En 1944, Alexei Marissiev est devenu inspecteur et a vécu jusqu'à 80... inspecteur de l'aviation évidemment, et a vécu jusqu'à 84 ans. Son destin a inspiré l'écrivain Boris Polevoï à écrire un livre qui s'appelle L'histoire d'un vrai homme. Voilà, donc vous voyez le genre de héros qu'il y avait aussi en Union soviétique, c'est pas parce que c'était des communistes ou des je sais pas quoi, les actions qu'ont fait ces gens, on en a rien à foutre qu'ils soient communistes ou nazis ou je ne sais quoi, c'était des héros qui se battaient pour leur pays. Et je pense exactement la même chose des soldats ukrainiens qui font ça, du moment qu'ils ne sont pas des nazis. Ensuite, Viktor Talalikhin, 1918-1941. Non, lui, il n'a pas connu trop la guerre. Viktor Talalikhin a déjà commencé à se battre dans la guerre soviéto-finlandaise. Il a abattu 4 avions ennemis dans un biplan. Il était sur un biplan. Puis il a servi dans une école d'aviation en août 1941. Il fut l'un des premiers pilotes soviétiques à éperonner, abattant. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'avec son avion, genre, il a plus de munitions, il éperonne l'avion ennemi. Il lui rentre dedans. Donc il a éperonné un bombardier allemand lors d'une bataille aérienne de nuit. De plus, le pilote blessé a pu sortir du cockpit et sauter en parachute à l'arrière de ses troupes, donc bien côté russe. Ensuite, Talalikhin a abattu 5 autres avions allemands. Il mourut lors d'une bataille aérienne près de Podolsk en octobre 1941. 73 ans plus tard, en 2014, les chercheurs, parce que ça se fait beaucoup en Russie, les recherches archéologiques comme ça, se retrouver les soldats russes morts pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a des groupes complets qui se forment, il y a des sites sur Frontac. Ils vont dans des endroits, ils cherchent, ils vont dans les villages voir les vieux pour leur poser des questions. Et il y a des anciens qui disent bah oui, il y a un avion qui s'était écrasé par là quand j'étais petit, je me souviens. Bon, et ils recherchent et dans les marais. Donc là, effectivement, ils ont retrouvé l'avion de Talalikhin resté dans le marais près de Moscou, dans les marais près de Moscou. Donc 73 ans plus tard, ils l'ont retrouvé. Donc lui a été héros de l'Union soviétique aussi. Ensuite, Vladislav Krustitsky, 1902-1944. Vladislav Krustitsky a été enrôlé dans l'armée rouge dans les années 20. À la fin des années 30, il suit des cours de blindés, pour les blindés. Donc certainement à Kazan, puisque c'est là qu'était l'école, et qu'est toujours l'école des blindés. D'ailleurs, c'est marqué sur le... Quand vous allez à Kazan, vous passez devant le portail principal, il y a une plaque où c'est marqué que Guderian, le général allemand, a étudié ici. C'est là qu'il a étudié l'école des tanks pendant plusieurs années. En automne 1942, il commandait la 61e brigade distincte de chars légers. Il s'illustre lors de l'opération Iskra qui marque le début de la défaite des Allemands sur le front de Leningrad. Donc le désencerclement de Leningrad, on va dire.
Tué lors de la bataille près de Volosovo en 1944, l'ennemi se retira de Leningrad. Ah non, pardon, oui, c'est en 44, c'est pas en 42, parce que des encerclements. Mais tenta de temps en temps de contre-attaquer. Au cours d'une de ces contre-attaques, la brigade blindée de, de j'ai du mal, de Kroustitsky tomba dans un piège. Malgré les tirs nourris, le commandant a ordonné de poursuivre l'offensive. Il a envoyé un message radio à ses équipes et a déclaré « Combattez jusqu'à la mort ». Et il est parti en premier. Malheureusement, le courage l'a amené à la mort dans cette bataille, et pourtant le village de Volosovo a été libéré par l'ennemi, a été libéré de l'ennemi. Donc lui aussi a été déclaré héros de l'Union soviétique. En fait, en France, c'est la croix de guerre, quoi. Efim Osipenko. Alors ça, Efim, c'est un très 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 vieux prénom russe, qui n'existe presque plus d'ailleurs. Mais ça revient à la mode en Russie, les vieux prénoms comme ça. Alors, Efim Osipenko a combattu pendant la guerre civile. Par conséquent, lorsque l'ennemi a capturé ses terres, sans y réfléchir à deux fois, il a rejoint les partisans. Avec 5 autres camarades, il organisait un petit détachement de partisans qui sabota les nazis. Au cours d'une de ces opérations, il a été décidé de saper le personnel ennemi, mais le détachement disposait de peu de munitions. La bombe était fabriquée à partir d'une grenade ordinaire. Osipenko lui-même a dû installer les explosifs. Il a rampé jusqu'au pont ferroviaire et, voyant le train approcher, l'a jeté devant le train. Il n'y a pas eu d'explosion. Ensuite, le partisan lui-même a frappé la grenade avec une perche provenant d'un panneau ferroviaire. Ça a marché. Un long train avec de la nourriture et des chars a été détruit. A déraillé en fait. Le commandant du détachement a survécu, mais a complètement perdu la vue. Suite à cette action, il a perdu la vue. Pour cet exploit, il fut le premier du pays à recevoir la médaille partisan de la guerre patriotique. Médaille spéciale pour les partisans. Les partisans, donc, c'est les résistants, on va dire. Alors, ensuite, on a, pour finir, Alexandre Matrosov, 1924-1943. Alors, Sacha Matrosov, donc Alexandre, diminutif, Sacha. C'est comme ça. Alexandra, diminutif aussi Sacha. Là, ça devient plus compliqué. Mais bon, on s'en sort. Sacha Matrosov ne connaissait pas ses parents. Il a été élevé dans un orphelinat et une colonie de travail. Lorsque la guerre éclata, il n'avait même pas 20 ans. Matrosov fut enrôlé dans l'armée en septembre 1942 et envoyé à l'école d'infanterie, puis au front. Tout normal, quoi. En février 1943, son bataillon attaque un bastion nazi, mais tombe dans un piège. Essuyant un feu nourri, coupant le chemin vers les tranchées, les Allemands tiraient depuis 3 bunkers. 2 d'entre eux ont été traités, ils ont arrêté de tirer. Mais le 3e continue à tirer sur les soldats de l'armée rouge gisant dans la neige. Donc les mecs étaient à plat ventre et ils se faisaient tirer dessus. Voyant que la seule chance de se soustraire au feu était de supprimer le feu ennemi, les marins... Alors, non, c'est la traduction. Parce que Matrosov, c'est un matelot. Ça veut dire quelque chose comme matelot. Donc le traducteur dit les marins. Mais c'est pas les marins, c'est Matrosov. Et un camarade ont rampé jusqu'au bunker et ont lancé 2 grenades dans cette direction. La mitrailleuse se tue. Les soldats de l'armée rouge ont lancé l'attaque, mais la mitrailleuse, recommence à tirer. Le partenaire d'Alexandre a été tué et Matrosov a été laissé seul devant le bunker. Il fallait faire quelque chose. Il n'eut même pas quelques secondes pour prendre une décision. Ne voulant pas laisser tomber ses camarades, Alexandre a fermé l'embrasure du bunker avec son corps. L'attaque fut un succès et Matrosov a reçu à titre posthume le titre d'héros de l'Union soviétique. Voilà. Donc, avec cette vidéo, oui, j'en ai encore plein, mais je ne vais pas tout vous lire. Avec cette vidéo, je vais vous faire toucher du doigt que
qu'il n'y a pas que je vais pas dire des faux héros américains, parce qu'il y en a certainement eu des vrais héros. Mais bon, les Américains ont perdu à peu près 260 000 hommes en Europe. Les Russes, deux soldats à 14 millions, je crois. Bon, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Ça ne retire pas le fait qu'il y a certainement des héros. Les mecs qui ont débarqué à Omaha Beach, c'était des héros. Enfin, je veux dire, quand la porte s'ouvre et qu'on vous tire dessus, et que vous avancez, rien qu'à ce moment-là, que vous fuyez pas, que vous avancez, vous êtes déjà un héros déjà. Mais tout ça, c'est pour vous dire qu'en Russie, il y a la même chose. Voilà. Il y a les mêmes héros, il y a les mêmes gens, il y a les mêmes types qui veulent à tout prix défendre leur pays, il y a les mêmes types qui veulent défendre leur terre, qui veulent défendre leur famille. Euh, la même chose, exactement la même chose. Alors l'avantage russe, c'est que ces gens, alors ces gens ont à peu près tous une statue quelque part dans leur ville de naissance certainement. Euh, Ces gens continuent à être les tombes de ces gens continuent à être fleuries tous les 9 mai. Euh, Alors qu'en France, moi j'ai souvenir, hein, je suis pas allé longtemps, enfin depuis longtemps, mais j'ai souvenir quand j'avais peut-être une vingtaine d'années, aller avec mes parents pour comment ça s'appelle chez les catholiques, je me rappelle plus, le jour des morts, enfin pour aller voir la famille et de voir les gens de la Croix-Rouge avec leurs trucs là, qui demandaient des pièces et j'avais été voir les tombes des soldats de la Deuxième Guerre mondiale qui étaient dans un état recouvert de mousse, les pierres s'effritaient, enfin bref, personne ne s'en occupait, tout le monde n'en a rien à foutre. L'État français n'en a rien à cirer, du moment que ça leur coûte, tout ce qu'ils voient eux, c'est du moment que ça leur coûte pas des sous, voilà, pas d'honneur, pas de patriotisme, rien, zéro. En Russie, c'est l'inverse. Euh, les monuments aux morts sont repeints par les enfants, par exemple. Ça fait partie des travaux que peut faire une maîtresse avec sa classe, d'aller repeindre. Et en Ukraine, c'était pareil. Je me souviens de mon ex-femme qui avait sa maman qui était ukrainienne. Elle avait un cousin qui était dans l'armée. Alors ça date des années 2010. Et il m'avait dit qu'avec son unité, enfin là où il était, tous les ans, ils allaient au parc de la Victoire, là, comme il y avait toujours hein, en Ukraine, et ils repeignaient les vieux tanks, tout ça dans des couleurs, les mêmes couleurs, mais plus neufs. Ils nettoyaient, ils retiraient la mousse, la terre, les machins, la saleté qui s'était mis dessous, enfin bon, ils nettoyaient quoi. Et c'était la même chose qu'en Russie, quoi. C'était pareil. Donc voilà, je voulais vous parler de tout ça. Je trouve que c'est important de le savoir. Parce que certainement qu'on vous dit que c'est que des bouchers, des mangeurs d'enfants et puis tout ça, mais c'est faux, c'est complètement faux. La seule truc que vous auriez du mal à comprendre, certains hommes russes, pas tous, hein, mais certains hommes russes, s'ils étaient face à vous, vous les comprendriez pas parce qu'ils sont forts, ils ont un regard noir et ils vous parlent d'une manière où vous pouvez pas répondre. Et parce qu'ils ont un passé, parce qu'ils ont du charisme, et ça fait peur. Parce qu'il y a des dirigeants de société, c'est exactement comme ça qu'ils sont. Et pour les mêmes raisons. Hein. Et c'est ça qui fait peur, même les hommes politiques, c'est ça qui fait peur aux hommes politiques européens et qui les fait faire n'importe quoi juste parce qu'ils ont peur. Quoi. Comme ne pas trop punir la racaille parce qu'ils ont peur de la racaille, ouais, vous voyez, ils leur font peur. Enfin bon, c'est inadmissible quoi. Voilà, donc en Russie, il y a tous ces gens qui continuent à être. Moi, je fais une chose, si vous voulez, c'est que tous les 9 mai, le grand-père de Helena
allait sur le monument aux morts du grand cimetière pour déposer une fleur en mémoire de ses copains qui sont morts à la guerre. Ils sont morts à la guerre. Et ben avec Elena, on a décidé de continuer, de le faire pour lui. Moi, je l'ai pas connu, mais c'est pas grave, c'est du respect. Je vais tous les ans au monument aux morts du grand cimetière de Alatyr pour déposer une fleur pour ça. Cette année, j'en déposerai une deuxième pour mon copain Dimitri qui est mort sur le front, là. Et je le ferai tous les ans, je pense. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Si je vais aussi, comme mon grand-père a fait la Deuxième Guerre mondiale, et qu'on aura certainement, j'espère, cette année, le défilé des immortels, vous savez, avec chacun a la photo de son grand-père, avec la date de naissance, la date de décès, etc. Et le nom, et la photo en noir et blanc, le visage. Je vais essayer de faire ça, après tout, avec mon grand-père. Même s'il était français, on s'en fout. Il a combattu les fascistes aussi. Et parce que je l'avais déjà fait, mais je ne retrouve pas le panneau. Il doit être resté chez la maman Elena, puis quelqu'un a dû le foutre en l'air, ou j'en sais rien. Ou il a été perdu. Bon, c'est pas grave, je vais le faire refaire. Voilà. Et ça, je vous le filmerai, ça, de toute façon. Ça sera au mois de mai. J'espère que. Enfin, je vous le filmerai si j'y suis, parce que. Oui, j'espère y être. Voilà. Bon, bah écoute, je vous souhaite une bonne journée, encore une bonne année, comme je vous ai dit dans une vidéo précédente, une bonne année, la bonne année, et portez-vous bien, euh, et soyez sages. Faisez pas les cons. Et un futur président, un nouveau président, enfin non, faut pas de président, c'est de la merde. La démocratie, c'est de la merde. Un dictateur bienveillant, c'est ça qu'il vous faut. Quelqu'un qui va arriver, qui va virer les députés, les sénateurs. Déjà, ça va faire 1,5 milliard de dépenses en moins pour la France. Et qui va dire maintenant, on fait comme ça. Mais pour le bien des Français. Pas pour ses copains ou les machins. Et ceux qui, les lobbies et tout ça machin qui viendront lui commencer à lui seriner les oreilles, c'est en prison. Bon, ça sera pas moi, dommage. Allez, je vous laisse, et puis je vous dis à la prochaine. Bisous les filles.